Bonjour à tous, mon nom c'est Hervé Maisonneuve, moi je suis médecin de santé publique et je travaille beaucoup sur la région parisienne dans ce qui s'appelle l'intégrité scientifique et je travaille un petit peu aussi sur toutes les pratiques frauduleuses en recherche. Il faut bien comprendre qu'on va parler recherche. Et il faut bien comprendre que des chercheurs, et je précise honnêtes, sont mis sous pression dans leur environnement de travail. Et par sous pression, c'est ce qu'on appelle le publisher perish, on leur donne des indicateurs d'activité pour leur carrière, pour obtenir de l'argent, indicateurs d'activité qui sont souvent basés sur un volume et une quantité de production, plutôt que sur une qualité. Nous allons nous concentrer sur ce qui s'appelle, dans le jargon, les pratiques douteuses en recherche. Alors en recherche, de façon un peu simpliste, on considère qu'il existe ce qui s'appelle des erreurs honnêtes. Nous ne parlerons pas des erreurs honnêtes, c'est-à-dire le chercheur mis dans une position où il ne se rend pas compte, soit parce qu'il n'a pas directement la connaissance ou autre chose, qu'il fait une erreur, souvent des jeunes. C'est Elisabeth qui nous fait un petit peu de bruit. Ok, fine. Soit les erreurs honnêtes, soit autre chose dont nous n'allons pas parler aujourd'hui, maintenant, qui s'appelle la fraude, à l'autre extrême. La fraude, c'est la fabrication de données, la falsification de données, et pour certaines raisons sur lesquelles je n'irai pas, le plagiat. Donc, on ne va pas parler d'erreurs honnêtes, on ne va pas parler de fabrication, falsification de données ou plagiat, on va parler d'un ventre mou ou d'une qu'on appelle pratique douteuse en recherche, où les limites sont extrêmement floues. Alors nous avons pour nous accompagner 3 orateurs et oratrices. J'ai à côté de moi Amira Baroumi. Vous êtes chercheuse en informatique à l'Université de Grenoble. Bonjour. Bonjour. J'ai Loni Besançon, qui est maître de conférence en visualisation de données. C'est ça, bonjour, en Suède. En Suède. Merci d'être venu là. Et nous avons à distance Elisabeth Bick. Bonjour Elisabeth, say hello. Bonjour Hervé. Okay, fine, it works. Elisabeth is based in California. It's currently, Elisabeth est en Californie et c'est actuellement 1h du matin pour elle. Yes, that's fine. Donc nous la remercions d'être là. Elle est biologiste d'origine hollandaise et elle comprend le français. OK, Elisabeth? Oui. So Elisabeth parlera en anglais et Loni ou moi, on la traduira rapidement. Et si vous avez des questions qu'on a besoin de traduire pour Elisabeth, nous le ferons aussi. Et elle interviendra avec les autres. En introduction, je voudrais vous dire qu'il y a eu une étude encore il y a 2 ans en Hollande, j'ai choisi la Hollande, une étude publiée qui a interrogé 6800 chercheurs académiques sur leurs pratiques en recherche. Et quand on interroge les chercheurs, et quand on fait des enquêtes, vous savez, les gens souvent un petit peu tendance à ne pas tout dire, ou même à mentir, hein, d'accord? Et quand on interroge, alors la Hollande est probablement peut-être un pays un peu à part dans la culture de tout ça, quand on interroge 6800 chercheurs, la moitié admettent dans leur carrière avoir utilisé ce qu'on appelle les pratiques douteuses en recherche. Alors ça peut paraître haut, ça confirme des données existantes, tout dépend le périmètre de tout ça, mais nous n'avons aucun argument pour penser que ce serait différent dans d'autres pays, dont la France. Donc moi-même, personnellement, je pense la même chose, que c'est peut-être généralisable à la France. On vous écoutera, vous nous direz ce que vous en pensez. Donc est-ce que 51% des chercheurs académiques auraient des pratiques douteuses en recherche? Est-ce que c'est généralisable en France ou pas? Alors ça va se passer comme ça. J'ai des questions à poser à nos 3 orateurs et
répondront à mes questions dans un ordre aléatoire qui va changer. Et la première question que je vais poser à Amira d'abord, et ensuite Elisabeth répondra avant qu'on laisse Lonnie répondre. Dans votre domaine scientifique, vous nous avez dit, est-ce que vous auriez 2 exemples de pratiques douteuses en recherche? Alors, pour commencer, comme le fake existe en science, donc ceci reflète principalement l'existence de pratiques douteuses en recherche. Donc, dans mon domaine de recherche, mon domaine de recherche, c'est l'informatique. Donc, il existe bien sûr des pratiques douteuses. Je commence tout d'abord par le premier exemple. C'est l'existence des miscitations, les citations erronées qu'on utilise pour prouver, justifier ou bien valider une claim, une information. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le fait d'utiliser des citations qu'on ne doit pas l'utiliser dans ce contexte-là peut être fait de façon complètement honnête, soit parce qu'on ne sait pas concrètement le corps du travail publié auquel on fait référence, ou bien parce que ça peut aller très loin pour parler des marchés d'achat et de vente de citations. Donc ça, For Elisabeth, we talk about false citations in papers. Miscitations. Le deuxième exemple, c'est concernant le fait d'utiliser des expressions torturées. C'est des termes scientifiques, c'est une reformulation des termes scientifiques établis, mais qui sont vidés de leur sens et de leur sémantique. La vraie signification scientifique, on l'a perdue, soit avec la reformulation des termes scientifiques qui existent, ou bien via d'autres outils tels que la traduction automatique ou bien les générateurs de textes IA tels que ChatGPT par exemple. Et un exemple qui me vient en esprit pour les expressions torturées, c'est le fait d'utiliser à la place de machine learning pour dire apprentissage automatique, on utilise le terme computer mastering. Et là, on le voit et c'est publié dans des articles scientifiques et tout. Donc voilà pour moi, de mon côté, les 2 exemples que... Merci, c'est très important. Et je salue dans la salle, et je le dis à Elisabeth aussi, qu'on a Guillaume Cabanac de Toulouse qui est dans la salle et qui tout à l'heure passera le micro et qui est le spécialiste des phrases torturées dans le monde, essentiellement. Elisabeth, that's the same questions. In your field, do you have 2 examples of QRPs? We say QRPs in English. It's up to you. Oh, we've lost the connection. Elisabeth, sorry, I will ask Lonnie to answer and we'll be back to you. J'envoie juste un message à Elisabeth pour dire qu'elle a frisé. Dans mon domaine, on a aussi des pratiques douteuses, évidemment. On utilise beaucoup les statistiques dans mon domaine. Donc il va y avoir, malheureusement, des gens qui vont utiliser les mauvais tests statistiques, reporter les mauvaises valeurs, par exemple, aussi, ça arrive assez souvent, qui ne vont pas rendre leurs données complètement transparentes, qui vont faire un petit peu n'importe quoi, sans le vouloir nécessairement, encore une fois, ce n'est pas nécessairement de la fraude, c'est juste, des fois, les gens pensent qu'ils peuvent faire un test statistique particulier, et en fait, non, ils ne peuvent pas le faire. Ça arrive assez souvent. Mais... Yes. You're back on, Elizabeth. You're back, Elizabeth. Lonnie is currently speaking, and we'll be back to you after Lonnie. Yes. Et on a d'autres pratiques aussi, les miscitations, on les a aussi. Je pense que c'est assez commun à tous les domaines de recherche en vrai, et c'est probablement la chose la plus commune aussi dans mon domaine où on fait des citations un petit peu sans vraiment trop lire les articles pour essayer de back-up des claims, et ça finit par se répandre dans l'ensemble de la littérature comme le papier initial ayant dit X ou Y alors qu'il ne l'a jamais dit, ce qui est aussi assez problématique. Merci. Elisabeth, thanks. We're happy to have you back. I hope we can keep the connection on. Yes, the connection is fine. But yes, okay. Do you have 2 examples in your field? Yes, I have 2 examples. So one would be to leave out references or experiments that didn't fit the researcher's story, the hypothesis. So leaving out, not mentioning a particular other study that proved the opposite of what the researcher has found. So leaving that out on purpose or
perhaps they didn't do a good literature search. We So that would be- briefly translate and we'll be back to you. Okay, yeah, sure. Donc la première qu'Elisabeth mentionne, c'est le fait de ne pas citer des études qui auraient des résultats contraires à ce que nous, on essaie de démontrer dans l'article et qu'on a réussi à démontrer, parce que c'est un petit peu embêtant d'avoir des résultats contraires, malheureusement, quand on essaie de publier des articles. Donc ça peut être une première pratique douteuse. Et la deuxième? Go ahead. And the second one is to not keep proper track of one's data. So let's say you take a lot of photos, but you don't label them properly, or you don't label your films or your other experiments properly. And so that would result in making errors when you put together your data for the paper. Then you might grab the wrong photo because you didn't label them correctly. OK. Et donc la deuxième, ça serait le fait de ne pas mettre un label correct sur tout ce qu'on fait pendant les expériences qu'on fait, donc sur les photos qu'on prend, etc. Et quand on essaie de tout mettre ensemble après pour l'article qu'on veut publier, eh bien finalement on mélange un petit peu tout ce qu'on a fait et on finit par mettre la mauvaise photo, le mauvais graphe, le mauvais jeu de données, etc. au mauvais endroit. Et on finit par avoir quelque chose qui est plus tout à fait robuste ou correct. Elisabeth, you are not there? OK, we will move up. Juste pour vous dire qu'Elisabeth est assez connue pour avoir travaillé sur les images, les Western blot, les images de biologie, et pour avoir montré dans sa thèse que jusqu'à 20% des images étaient falsifiées dans les top journaux mondiaux. Merci pour ces exemples. Je vois qu'on a été beaucoup autour des citations, des expressions ou quoi que ce soit. On aurait pu évoquer les conflits entre auteurs, on aurait pu évoquer les financements, on aurait pu évoquer énormément d'autres choses, faire l'hypothèse a posteriori, c'est-à-dire que j'ai des résultats et je pose a posteriori la question, ce qui n'est pas une démarche scientifique acceptable. On en aurait des centaines. Donc merci pour ces exemples. Et je voudrais vous poser la question suivante. Et je demanderai à Loni de répondre, ou à Elisabeth, non, on va passer par Loni quand elle sera là. Pensez-vous que ces pratiques douteuses, elles sont en augmentation, en diminution dans votre domaine? Quelles en sont les raisons? Pourquoi ça augmente? Pourquoi ça diminue? Et est-ce que c'est un problème du chercheur ou est-ce que c'est un problème du système? Je pense que c'est vraiment une opinion, hein, je n'ai pas réellement de données là-dessus, mon domaine est assez petit, donc il y a peu d'études dessus. Néanmoins, c'est un problème du système, à mon avis, hein, le publish or perish que tu as mentionné tout à l'heure, hein, qui donc pousse les chercheurs à publier énormément, le plus rapidement possible, donc pour être le premier à avoir des résultats, pour être le premier à mettre son article en ligne, etc. Qui fait qu'on n'est pas spécialement intéressé par de la science robuste, de la bonne science, mais plutôt intéressé par le nombre d'articles publiés, le nombre de citations que ces articles vont avoir, etc. Et ce système-là, il empire un petit peu au fur et à mesure des années. On le voit, il y a beaucoup plus de pression aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelques années. Donc je pense que c'est pire aujourd'hui qu'avant. Après, c'est un petit peu un sentiment plus qu'autre chose. Je n'ai pas réellement de données là-dessus en tête. Dans mon domaine, ça se voit peu encore, heureusement, mais parce qu'on est très peu de chercheurs par contre. Oui, à la fois vous êtes très peu, et puis il faut bien voir qu'en fonction des domaines scientifiques, Voilà. qu'on soit dans les sciences sociales, qu'on soit dans la biologie, la médecine, ou qu'on soit dans la chimie, la physique, ou les computers, ou tout ça, les pratiques sont extrêmement différentes. Hein. Et donc, dans certains domaines, une pratique est plus fréquente que dans d'autres. Tout se passe. On est d'accord là-dessus? Absolument. D'accord. Donc, ce serait plutôt en augmentation pour... Je pense, oui, je pense vraiment. Même question, est-ce que ces pratiques douteuses sont en augmentation ou en Je diminution? partage complètement l'avis. Oui. Je pense aussi que c'est en augmentation. Les raisons pour cette augmentation, derrière cette augmentation, c'est le fait que ça vient à la fois du système et des chercheurs. Du système, pourquoi? Parce qu'il pousse et il incite les chercheurs à publier, à faire plus de publications, et en apportant plus d'importance à la quantité, au nombre de publications, qu'à la qualité de la publication elle-même. Et les chercheurs aussi représentent aussi un facteur dans cette augmentation, du fait qu'ils baissent les bras et ils cèdent à ce système-là. Nous, étant chercheurs, on est conscients et on est honnête face à ce qu'on fait
Et on doit en gros assumer ce qu'on publie, donc d'où l'importance de ne pas céder à ce genre de pratique. Voilà. Elisabeth, you are back? Yes, I'm back. I'm not sure. Maybe it's my internet or your internet, but that's fine. Yeah, we were just talking about the fact, the question was, are QRPs on the rise or not? And what are the main reasons why it is on the rise? What is your opinion? Because both of speakers have told that it was on the rise. Yeah, no, I would agree with that, because I think there's more and more pressure being put on researchers to publish novel results, to publish more results, to publish attractive results. And it's more important not just how much you publish, but also the impact factor of the journal and the number of citations that you are acquiring. And so that is very important for somebody's career as a researcher. And the more pressure we put on that, the more problems we'll create in science. Briefly, we translate and I'll be back to you. Elisabeth pense aussi que c'est en augmentation, notamment parce que le système met beaucoup la pression aux chercheurs, donc pour publier beaucoup, on l'avait dit, mais aussi pour publier dans des bons journaux, ce qui va faire que les chercheurs vont avoir tendance aussi peut-être à enjoliver leurs résultats, ce qui est finalement aussi problématique, parce qu'ils doivent publier dans des bons journaux pour être mieux cités, pour avoir plus de visibilité, ça va faire partie de l'évaluation de leur carrière aussi. Donc Elisabeth pense réellement que c'est aussi en hausse depuis quelques années. On va demander à Elisabeth si les chercheurs seuls sont les responsables. Elisabeth, is it only a question that researchers are responsible, or journals, institutions, systemic explanation? Is it only the researcher? No, it's. I think it's the whole ecosystem of science, where it's, universities put a lot of emphasis on how much their faculty is publishing. Professors put a lot of pressure on students, how much papers they have published before they can do a PhD. It's universities asking for these things. It's journals wanting to only publish perhaps very shiny and attractive results. I cut you and we'll be back. We'll be back. We'll translate. Donc c'est tout l'écosystème probablement qui est problématique, hein, puisque il va y avoir la pression des universités pour publier beaucoup, parce qu'elles sont aussi évaluées là-dessus, la pression des professeurs sur leurs étudiants en thèse ou en master de publier pour pouvoir avoir donc soit leur master, soit leur thèse, les journaux qui, eux, ne veulent publier que des résultats positifs ou des résultats sexy, hein, parce que ça va être plus cité aussi, donc ça va augmenter leur impact factor, ça va faire qu'ils vont avoir plus de souscriptions de la part des universités, etc. Donc c'est vraiment probablement tout l'écosystème qui est responsable de ces pratiques-là. Let's go on, Elisabeth. And the funders, est-ce que les financeurs aussi ont un rôle? Go on, Elisabeth, if you want to add something. No, that's fine. Oh, no, that wasn't, yeah. Il y a eu des études de sociologues nord-américains montrant qu'un chercheur honnête en début de carrière fait tout très bien son travail, et puis il voit que des collègues qui arrangent un petit peu un test ou qui bougent des choses arrivent à publier plus facilement que lui. Donc il commence à être dans une situation difficile vis-à-vis de son environnement, même familial, personnel ou autre, parce qu'il n'a pas de promotion, il n'arrive pas à avancer. Et au bout de 5 ou 10 ans, il se pose la question, si je changeais un test, et il s'aperçoit qu'en changeant un test ou quelque chose, il arrive à publier. Donc il passe tout petit peu la ligne jaune, pas beaucoup. Hein. Donc quelle est la limite entre ces pratiques douteuses et la pratique normale? Et il commence à voir qu'il dérape tout doucement et il continue à déraper. Vous êtes d'accord avec ça ou... Oui, il y a des chances que ça soit ça, hein, vraiment. Surtout que c'est facile au départ, hein, de se dire si je retire juste ces 2 outliers de mon donné, d'un coup mon test statistique va devenir positif et ça me permettra de publier, etc. Donc c'est assez facile de franchir cette barrière pour finalement avoir un papier plus facilement publiable. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut aller plus loin. Elisabeth, we are discussing and commenting that the fact that honest researchers, after a few years of research, start to be on the other side of the red line and yellow line slowly, and they continue to practice research this way. What do you think?
Yeah, that is, it's really hard to see if you are honest and you try to do very good quality, slow research, and you see other people around you do, cut corners, do borderline fraudulent or really fraudulent stuff, but get beautiful results, of course, because of that. And they get nice publications and they get promoted, then you have to be really super honest and not care about your reputation, to keep on being honest. Like you have to, it's very tempting to follow that same path, because if you see everybody doing that around you, you're starting to be tempted to do that yourself too. Okay, we translate. Donc Elisabeth dit qu'effectivement c'est assez facile d'être tenté quand on voit qu'on essaie de faire de la bonne recherche, de la recherche lente, un slow research, parce que ça va prendre beaucoup de temps, alors que tous les collègues autour, eux, ils vont publier, commencer à couper un petit peu, prendre des raccourcis, etc. Et c'est eux qui vont avoir les promotions, c'est eux qui vont avoir les financements, c'est eux qui vont avoir le nouveau titre, donc leur HDR, peu importe, ce genre de choses. Et donc c'est très difficile de rester honnête dans cet environnement-là, parce qu'on n'est plus du tout compétitif après par rapport aux autres chercheurs, hein. Donc c'est assez compliqué. Et même s'il y a beaucoup de chercheurs qui prêchent la recherche lente, c'est pas nécessairement toujours le cas que ça soit accepté, hein. Oui, ça fait au moins une vingtaine d'années qu'il y a ce mouvement de recherche lente, de slow research, mais ça prend pas. Enfin, c'est mon opinion, je ne sais pas. Non, je pense que ça a du mal à prendre. Le mouvement de la slow research. Elisabeth, in your specific field, I know you have been threatened, tu as été menacée. What do you do exactly? Because you have a website and you work especially on images. Could you very briefly, in a few seconds, tell us what do you do, because you are full-time whistleblower. Elle est plein temps un lanceur d'alerte, un détective. Right. I will look for images in scientific papers, and I look for duplications. So I might look for overlapping images, or images that have duplications within the photo, which are usually a sign of fraud. But duplications or the same image being used twice to represent two different experiments, those could be all kinds of errors, sloppiness or errors. And then I post them either online or I repost them to the publisher in the journals. Okay. And we translate and I'll be back. Yes, yes. Donc ce que fait Elisabeth, c'est principalement chercher la duplication d'images dans des papiers scientifiques. Donc toute forme de duplication, hein, soit des images qui overlappent, soit des duplications dans l'image même. Et donc elle essaie de trouver ça dans les articles. Donc elle regarde et elle voit parfois que même des images sont réutilisées pour d'autres expériences, etc. Donc ce qui est assez aussi problématique. Et une fois qu'elle trouve ça, soit elle le poste en ligne. Donc elle l'a pas mentionné, mais c'est sur PubPeer très souvent, ou Twitter, et elle envoie aussi un email aux éditeurs qui publient la recherche pour essayer de leur demander de conduire une investigation là-dessus pour qu'on sache ce qui s'est passé. Et aux journaux, il y a un mécanisme aussi en sciences que vous connaissez probablement, c'est qu'un rédacteur en chef d'une revue scientifique peut retirer un article de la littérature. C'est un mécanisme qui s'appelle en anglais retraction. Okay, donc c'est un mécanisme difficile à mettre en œuvre. On va demander à Elisabeth si son travail a amené à des rétractations d'articles. Elisabeth, how many papers were retracted because you have put online nasty, not nasty, but comments on those papers? How many papers were retracted following your work? About 1,000. 1000. Yes. So, there is an applause. Probably 1,000, but you have done that. How many years have you been doing these inquiries? About 10 years, yeah. 10 years, or maybe more, no? When was your dissertation? No. Okay. So we have discussed those QRPs, excusez-moi, ces pratiques douteuses en recherche. On a dit que c'était plutôt probablement en augmentation, ce qui est surprenant, alors qu'on voudrait développer l'intégrité, développer des mesures qui ne soient plus quantitatives des chercheurs, mais qualitatives. Et on pense encore que c'est en augmentation. Donc la question suivante que je vais poser à chacun des participants, c'est quelles sont les mesures
préventives pour diminuer ces pratiques qui sont efficaces. D'abord, est-ce qu'il y a des mesures efficaces pour diminuer ça? On l'a déjà un peu dit. Et deuxièmement, est-ce que vous voyez ces mesures mises en œuvre dans votre environnement? Alors les mesures mises en place, il y en a quelques-unes quand même, il y a beaucoup de choses, la science a beaucoup évolué, la manière dont on fait de la recherche a beaucoup évolué, la transparence, le gros focus sur la transparence de la recherche a certainement pas mal aidé à, en tout cas, mettre en avant certaines de ces pratiques douteuses-là et peut-être à dissuader certains chercheurs de le faire. Hein. Donc par exemple, dans le domaine médical, on sait qu'on peut mettre en avant la pre-registration de ce qu'on veut faire, donc c'est-à-dire enregistrer à l'avance l'étude qu'on veut faire et comment on va la conduire, donc récolter les données, etc. En ligne avec un timestamp particulier et les relecteurs, pendant la relecture par les pairs de l'article, pourront vérifier qu'on a bien fait ce qu'on voulait faire pour éviter des pratiques du genre poser l'hypothèse une fois qu'on avait déjà les résultats, donc ce qui s'appelle le hacking en anglais. Donc la transparence aide beaucoup, ça c'est une bonne chose. D'autres choses qui peuvent aider également, je pense en tout cas, c'est probablement le fait que maintenant certaines personnes aussi partagent leurs données, ce qui permet des réanalyses par d'autres personnes derrière, qui permettent donc de voir si l'analyse avait été faite correctement au départ, etc., et de trouver des erreurs potentiellement dans les articles des autres. Donc ça fait aussi un petit peu partie de la transparence, hein, mais c'est une mesure un petit peu différente quand même. Elisabeth, we are talking about transparency and data sharing. Okay, we will ask Amira to answer, and it will be for you. Donc, pour les mesures préventives, donc, la première chose, c'est qu'on commence à avoir des ateliers de reproductibilité et de réplicabilité des articles, des expérimentations qui existent. Donc ça, c'est un premier pas pour valider ce qui existe et ça va aider en plus les jeunes chercheurs, les doctorants, à avoir une base solide à partir de laquelle on peut partir et aller loin dans la recherche. Ça, c'est tout ce qui concerne la reproductibilité. Après, il y a aussi dans le système français les écoles doctorales qui forment les doctorants sur l'éthique de la recherche et c'est une formation obligatoire pour les doctorants. Donc, depuis quand? Depuis, je n'ai pas la date en tête. Mais non, 2016-2017. Mais bon, c'est donc bien, il y a de l'inertie pour mettre ça en place. Hein. Oui, donc ça c'est bien quand même pour freiner le fake et la propagation des erreurs dans la science et garder confiance en science. Donc vous avez insisté sur la réplicabilité. La reproductibilité. La reproductibilité, c'est quoi ça? Ça marche? C'est le fait d'aller justifier une expérimentation pour la valider et avoir confiance à cette expérience-là et les résultats derrière. Et on peut aller plus loin. Est-ce que vous pensez que la reproductibilité, c'est-à-dire refaire une expérience publiée, ça se fait beaucoup et ça marche? Ça se fait beaucoup. On commence à le faire. Ah d'accord. Donc la vraie réponse, c'est ça se fait pas beaucoup. Oui, mais c'est une bonne initiative de mettre en place de telles sortes d'ateliers. Il vient d'y avoir une recherche canadienne qui a pris 3 millions d'articles et qui a cherché combien de ces 3 millions d'articles avaient été reproduits. Je vous le donne en 1177. Hein, où on avait, je ne dis pas avaient été reproduits à l'identique, hein, des gens avaient essayé de refaire. Donc, we are talking about reproducibility, and you will comment, Elisabeth, too. Donc, la reproductibilité qui est plutôt vertueuse, plutôt positive. Dans les chercheurs, on n'aime pas bien. Il y a eu dans 2014, 2015, en sciences sociales, en biologie, en Californie, des gens qui ont commencé à répliquer. Donc, vous voyez, ce n'est pas très loin. Et ça s'est appliqué en neurosciences et sciences sociales, le Repligate. Parce que ces gens-là ont été mis au banc de la communauté des chercheurs pendant quelque temps parce que ça ne se fait pas. Elisabeth's question is how we can prevent and decrease QRPs, and around you, do you think that QRPs are implemented? Not QRPs, good practices, sorry. Well, to answer the last question first, I work for myself, so I don't work at a university, so I cannot really I don't really know if they have been implemented in universities in the US or anywhere else. I
do not really know that. But I have heard some measures, as in that universities provide storage and even require everybody who does research to upload all their raw data and to make sure that everything is stored and accessible. And they might do these audits where they look if everybody's really uploading all that data. And that is we translate and we'll be back. We translate first. Donc Elisabeth dit qu'elle ne travaille pas dans une université, elle n'est plus chercheuse, elle est consultante en intégrité scientifique, donc elle ne sait pas ce qui se passe exactement dans les campus américains. Néanmoins, elle a entendu parler de certaines universités qui mettaient en avant le fait qu'il fallait absolument mettre les données sur des serveurs en particulier, par exemple, pour essayer de les garder, et que parfois les universités faisaient des audits de ça pour vérifier que c'était bien le cas. Donc on pouvait potentiellement répliquer plus tard les études si on voulait le faire. Please go on. Yeah, so something else would be to have journals check if manuscripts have all the things that they need. Let's say pre-registration, ethical approval. Do the images look good? Do the statistics look good? Is there statistical help needed, etc. So journals have a responsibility as well. Et donc Elisabeth continue, elle dit que les journaux scientifiques ont aussi une responsabilité de vérifier que tout est disponible ou available donc pour les autres chercheurs. Donc c'est l'upload des données, l'upload du code, s'il y a un code d'analyse, l'upload des photos, pour voir si elles sont de bonne qualité, si on peut vérifier qu'il n'y a pas de duplication, etc. Aussi potentiellement, et on en a parlé un peu je pense récemment, l'éthique qui a été nécessaire pour les papiers. Donc c'est ce genre de choses-là que les journaux doivent mettre en place, des checks quand il y a une soumission d'articles scientifiques pour pouvoir vérifier tout ça avant la publication et éviter des problèmes à la suite. Elisabeth, a few comments and I'll be shortly back to you to question you on does data sharing work? Okay, I'll be back to you. Vous pensez que, alors on parle du partage des données, c'est-à-dire que les chercheurs accepteraient de passer leurs données sources, leurs données brutes, à d'autres collègues pour que ces autres collègues puissent soit les mélanger à d'autres, soit réanalyser ou quoi que ce soit. Dans le jargon, c'est le partage des données ou le data sharing. Est-ce que ça se fait beaucoup ? En informatique, oui. Alors, je suis d'accord. En médecine, non. Donc, très peu. C'est pas non, c'est très peu. C'est un point avantageux quand même pour nous d'avoir des corpus qui sont disponibles, libre-service, qu'on peut les utiliser, que ce soit pour une tâche X ou une autre tâche Y, à nous d'affiner les données pour pouvoir les utiliser en fonction de la tâche. Donc, bien comprendre qu'il y a des disciplines, et la vôtre, qui partagent leurs données facilement, et qu'il y a des disciplines, et on va demander à Elisabeth, qui partagent pas beaucoup. Un petit commentaire. Oui, non, clairement. Alors, dans mon domaine, on récolte les données de personnes humaines aussi, pas via des expériences médicales, mais on fait passer des expériences à des gens, souvent devant leur ordinateur. Parfois, le genre de données qu'on va collecter sont sur des populations particulières. Donc, ça peut être des gens, par exemple, qui ont certaines pathologies, etc. Et dans ce cas-là, on se rapproche un peu du médical où les chercheurs ont du mal à partager leurs données. Même pour les cas, d'ailleurs, où c'est pas vraiment dangereux de partager les données, il n'y a pas de problème d'anonymat. Finalement, on se rend compte, dans mon domaine en tout cas, que les gens ont un petit peu de mal à partager leurs données parce qu'ils ont peur que d'autres personnes réanalysent et trouvent des problèmes avec ce qu'ils ont dit dans leur article qui ferait que l'article à la fin serait rétracté, ce qui est problématique. Mais par contre, c'est vrai qu'en sciences médicales, et on l'avait regardé dans un papier, il y a le souci des données anonymes et ça, c'est quelque chose qui freine beaucoup le progrès, je pense, sur ce sujet-là. Avant de passer la parole au public, et on va vous demander de vous exprimer et de poser des questions, Elisabeth, what do you think about data sharing? Does it really work? If people share their data, yes, but they often don't. Let's say, how many researchers share their data? Which percentage? Oh my gosh, I have no idea. I think only half. Even if journals require it, they don't share all their data. And so, and if you ask for it on Papier, for example, when I see results that look, perhaps fraudulent, and I ask, can you share the data? They don't reply, or they say, oh, we cannot share it because it's patient data. We cannot share that. But of course, you can share that data de-identified. So I think they use it as an excuse. Okay, we translate.
Donc Elisabeth dit qu'on lui a demandé d'estimer combien de chercheurs partageaient leurs données. Elle a dit peut-être la moitié si c'est demandé par le journal, mais probablement moins que ça. Et le souci, c'est vraiment que quand elle le demande, donc elle voit parfois des articles où ce qui est mis en avant est peut-être un petit peu douteux. Et elle demande aux chercheurs sur PubPeer de partager leurs données. Et souvent, les chercheurs vont dire « Ah non, on ne peut pas partager parce que c'est des données qui doivent rester confidentielles parce qu'il y a des problèmes d'anonymité, etc. » Mais en vrai, il y a des moyens de partager ce genre de données-là sans trop de problèmes aussi. Et c'est malheureusement pas le cas. Très souvent, c'est souvent cette excuse qui est utilisée par les chercheurs pour ne pas partager. Avant que je passe le micro à Guillaume qui va recueillir vos questions, je voudrais juste préciser qu'il y a un travail français de Florian Naudet à Rennes qui a pris des articles de médecine et qui a lu dans l'article le chercheur qui disait « je partage mes données ». Et il a demandé à ces chercheurs d'avoir accès aux données. Et en gros, il est un peu en dessous de 10% des chercheurs qui montrent la base, alors que c'est des confrères académiques, que c'est un processus clair, transparent. Donc, peut-être 50% ou plus des chercheurs disent qu'ils accepteront je parle de la médecine, qu'ils accepteront de transmettre leur base de données, mais dans les faits, c'est probablement dans la médecine moins de 10%. Alors, ce n'est pas le cas dans votre discipline. Ce n'est pas du tout le cas. Et c'est du 50%, 80%, on ne sait pas là. Non, je n'ai pas des stats en tête, mais peut-être Guillaume peut nous dire un peu plus. Nous accueillons Guillaume qui va prendre le micro et qui va passer dans la salle pour recueillir vos questions. Guillaume, tu dis bonjour parce que tu es local, tu es le Toulousain. Bonjour à tout le monde. Tu t'appelles Guillaume Cabanac. Je m'appelle Guillaume Cabanac et je suis professeur en informatique à l'Université Paul Sabatier de Toulouse et ravi d'être ici parmi vous. Voilà, alors il y a une question là. Vous la posez en anglais, en français, comme vous voulez. Et puis on la traduira pour Elisabeth. Bonjour tout le monde. Hello Elisabeth. Vous vous présentez. Oui. My name is Alpha Tango. OK, Elisabeth, I kiss you. Ah, hello. Yes, hello. Si nous avions auprès de nous un médecin, par exemple un docteur Hervé Maisonneuve par hasard, qui se trouve au chevet de la médecine aujourd'hui au niveau de la recherche et de l'université, quel serait le protocole que proposerait ce médecin? On ne va pas tout résoudre en 5 minutes, on est d'accord. Quel serait le protocole que pourrait proposer ce médecin au niveau des administrations, des conseils? Oui, je sais bien, le docteur il commence à avoir des problèmes, nous aussi. Au niveau donc des comités d'éthique, au niveau des référents intégrité scientifique, quels seraient les protocoles que vous proposeriez en sachant que ce n'est pas la solution idéale? Merci. Merci pour cette question que vous m'adressez à moi, c'est ça? À un docteur, si j'en trouve un, cher confrère, merci. Dans le domaine de la médecine, là, si on était sur la recherche pure, c'est pas pareil que si on développe sur la pratique médicale. Donc on ne va pas aller sur la pratique médicale. Sur la recherche, il y a tous les outils, j'aurais tendance à dire, en termes de réglementation, en termes de comité d'éthique. Il y a tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Mais il y a une chose dans l'environnement que j'appelle moi les convenances sociales ou les relations, un certain nombre d'autres personnes, qui fait que tout en respectant officiellement les règles, on a des connaissances quelque part ou d'autres choses qui fait que sans que ça se voit trop, on dépasse la ligne. Nous n'avons pas évoqué jusqu'à maintenant, et on en parlera peut-être, et ce seront peut-être vos questions, les conflits d'intérêts. Et les conflits d'intérêts non déclarés. Donc, il y a pas mal de choses là-dessus. Elisabeth, we will be back to you for another question. You have something to say? Vous avez quelque chose à ajouter? Pas particulièrement. Je pense qu'une chose qu'on peut essayer de mettre en avant, peut-être, j'en avais entendu parler dans une des écoles doctorales d'une université, je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais qui était assez intéressante, c'était de demander aux doctorants, quand ils commencent leur thèse, de prendre une étude de leur domaine qui est connue et d'essayer de la répliquer. Pour essayer de leur apprendre la méthodologie de la recherche, d'une part, mais aussi pour essayer de publier leurs résultats en tant que réplication d'une étude connue. Donc ça aurait été une première approche. Je pense que c'est une bonne chose à mettre en avant parce que c'est quand même assez bien de le faire. Néanmoins, la difficulté avec ça, c'est qu'il est assez difficile, selon les domaines, de publier une réplication d'une étude parce que les journaux veulent des résultats nouveaux.
Hein, c'est toujours le cas, il faut des résultats sexy, des résultats importants, et donc quand on réplique, bah, on a juste confirmé, ou peut-être pas confirmé, mais ça c'est un autre problème. Mais c'est assez peu intéressant pour les journaux, donc c'est difficile à publier. Mais c'était une initiative que je trouvais intéressante. Voilà, refaire ce qui a déjà été publié, c'est assez difficile, parce que parfois les journaux ne veulent pas, certains journaux disent on prendra, alors que c'est très valorisant. Il y a eu des très grosses études publiées en 2015 dans Science de réplication de 100 articles publiés en sciences sociales, autisme, où on a donné de l'argent à 100 laboratoires pour refaire, en discutant avec ceux qui avaient publié, donc les meilleurs, beaucoup d'argent, 4-5 millions de dollars, parler à ceux qui avaient publié, et de façon très macro, on reproduit 30% à l'identique de ce qui est publié, on est incapable de reproduire dans 30% des cas, et dans 30% des cas, on reproduit partiellement. C'est très macro ce que je dis là, il y a beaucoup d'autres choses. Guillaume, il y a une question là. Vous vous présentez, merci. Oui, bonjour, je m'appelle Orion Van Elden, voilà, je suis président du comité PARA, qui est une association sceptique en Belgique. For Elisabeth, a Belgian colleague who is involved in skeptical activities. Go ahead. Yes, thank you. Oh, you can speak English? Yes, if everyone understands, I can speak English. Okay, so my question is about like the use of hypotheses that are put a posteriori instead of a priori. I kind of, I'm not super sure about why it is always a problem, because we could think that if we always set the hypothesis a priori, then it's impossible to find very extraordinary or very surprising things. It would mean that we always know what we will find, and so how do we manage to find new things, like things that are not conform to what we expected? If we cannot like analyze the data afterwards and see if there are patterns that we didn't expect. Elisabeth, it's for you. La question est de ce mécanisme qu'a évoqué Lonnie qui s'appelle le arcing. Hypothesis after results are known. C'est-à-dire émettre une hypothèse alors qu'on a déjà les résultats, et la question en gros est-ce que c'est réellement un problème? Pourquoi c'est un problème, oui. Elisabeth, go. Oh. Je crois qu'elle a frisé, ouais. It's free. And yes, talk about serendipity. J'ai une réponse aussi potentielle là-dessus. Alors oui, c'est un problème parce que c'est souvent utilisé pour mettre en avant des résultats surprenants, pour les rendre plus sexy qu'ils le sont. Un moyen d'éviter le problème, je pense, en tout cas moi c'est ce que j'essaie d'appliquer à ma recherche, c'est de ne pas avoir nécessairement d'hypothèse. J'essaie juste d'avoir des questions qui m'intéressent, sans hypothèse sur la réponse particulière, parce qu'on n'a bien souvent pas besoin d'avoir une idée de la réponse pour la trouver. Et donc le arcing, c'est donc poser l'hypothèse après avoir vu les résultats. C'est pas possible si on n'a pas d'hypothèse au départ, quoi. Alors ça dépend du genre de méthodologie qu'on va mettre en avant. Évidemment, c'est un peu plus difficile quand on veut faire des tests bayésiens, etc., où il faut du coup définir des a priori, etc. C'est un peu plus compliqué. Mais il y a une branche de la recherche qui décide, notamment s'ils font des tests statistiques avec des réponses binaires telles que le NHST, etc. Bon, voilà, j'en parle dans les détails, qu'on peut ne pas poser d'hypothèse et juste dire voilà, la question c'est ça et on veut avoir une réponse. Donc ça marche plutôt bien dans l'ensemble. On ne sait pas bien répondre alors, non? Bon, quand Elisabeth sera de retour, on lui reposera quand même la question. Guillaume, oui, vous vous présentez, merci. Oui, bonjour, Nance Florin, je suis praticien hospitalo-universitaire au CHU de Strasbourg et je pratique à la fois de la recherche clinique et de la recherche fondamentale, et c'est simplement un petit témoignage par rapport à tout ça. J'ai l'impression qu'on est un petit peu face à une problématique qui ressemble à ce qu'est l'écologie aujourd'hui en 2024, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais ce dont on a besoin, c'est vraiment d'un changement de paradigme dans la recherche. Et vous l'avez évoqué, et je pense que c'est probablement central, c'est ce publish or perish, ou en tout cas la nécessité pour les chercheurs aujourd'hui d'exister dans la littérature scientifique. Et aujourd'hui, l'écosystème économique qui s'est construit autour de ça et qui entraîne aujourd'hui
l'existence de journaux, on va dire, prédateurs et de pratiques à la limite de l'éthique dans la publication. Il faut quand même bien se rendre compte que pour avoir une recherche qui est 100% éthique et labellisée, ça demande probablement très nombreuses années, et donc la production scientifique d'un chercheur va être très limitée, même si elle sera de très bonne qualité, elle va être très limitée. Et donc on a tous eu des bases de données dans lesquelles on a regardé des choses sans avoir fait d'hypothèse a priori, on l'a tous fait, on n'est pas forcément... Et en réalité, c'est bien, notamment quand on va faire des études, on va dire prospectives, randomisées, ou qui vont impliquer de la recherche sur les patients. Après, sur les bases de données, il y a énormément de choses qui sont faites sans ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même compliqué aujourd'hui, en 2024, dans l'écosystème qui nous est proposé, oui, d'avoir une démarche qui est 100% éthique. Hein. Je ne dis pas que je suis un fraudeur. Hein. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que il y a des petites choses quand même qu'on fait. Alors, c'est pas forcément de dupliquer des images comme le cherche Elisabeth, mais il y a quand même des choses qui permettent d'avancer un peu plus vite et qui mangent pas de pain, quoi. Voilà, c'est juste un petit témoignage. Oui, très bien. Tu veux commenter ? Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'on nous pousse beaucoup à faire ce genre de pratiques-là. Si on voulait vraiment que le changement de paradigme, comme que tu mentionnes, arrive, je pense que c'est une tech un peu provoque, hein, mais l'évaluation des chercheurs, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ? Parce que c'est ça, hein, c'est à qui on doit donner un travail, à qui on doit laisser un travail, etc. Parce que c'est de l'argent public, etc. etc. Je pense que les chercheurs, en général, c'est des gens qui font ce métier-là parce qu'ils ont envie de le faire, d'accord ? Et il n'y a pas forcément besoin d'évaluer ce qu'ils font. S'ils le font, c'est qu'ils ont vraiment envie de le faire. Il faudra peut-être les laisser un petit peu bosser, arrêter de les embêter à reporter des machins partout pour dire voilà, j'ai été performant cette année, c'est moi l'un des meilleurs de mon domaine, etc. Enfin, moi, mon boulot, je pourrais le faire pour 7 fois mon salaire dans une entreprise privée. Si j'avais envie de faire juste de l'argent ou de ne pas bosser, je pourrais le faire ailleurs, quoi. Elisabeth, you are back and I will question you on hacking after a few comments. Vous avez juste fait une petite allusion à des pratiques de revue qu'on appelle douteuses, de faible qualité ou prédatrices. On ne rentre pas là-dedans. Un de vos collègues à Grenoble, Paolo Crossetto, a montré il y a quelque temps, en prenant 8 groupes de grands publishers, de grands éditeurs, Springer, Elsevier et d'autres, MDPI et tout, a montré que sur 6 ans, de 2016 à 2022, le volume d'articles avait augmenté de 47% en 6 ans, alors que le volume de chercheurs et de doctorants est pratiquement stable. Donc là, il a toutes les données, c'est vraiment montré. Donc il a montré qu'en 6 ans, la productivité sur un certain nombre de groupes, d'accord, mais par les pratiques de ces revues douteuses, font que le volume est incroyable. Elisabeth, thanks for being back. We have been briefly talking about hacking, hypothesizing after results are known. Do you have any comments on this practice? Do you think it's according to the domain of science? There are differences? Go ahead. I think it's... Okay, go ahead. Okay, fine. Go ahead. Okay. I think in some instances it's okay because you don't always have an hypothesis. I feel that I've done a lot of research where I didn't know upfront what I would find. Like I looked at the microbiome of dolphins. I hypothesized that they have a microbiome, but we had no idea what we would find, other than some idea that it's probably different than humans. But that wasn't really a good hypothesis. So I feel sometimes science is more exploratory, like the person in the audience was asking. I feel sometimes you don't have a hypothesis and you come up with a story only after you have found some results, and then you start to form maybe another hypothesis. So I'm not always sure if it's a bad thing. Okay, we briefly translate. Elisabeth dit que c'est pas nécessairement une mauvaise chose et qu'on fait souvent de la recherche sans avoir d'hypothèse et qu'on peut avoir l'histoire un peu qu'on raconte dans notre article qui se développe quand on découvre les résultats, et je pense que ça arrive à beaucoup de chercheurs aussi, et que c'est pas nécessairement un problème du tout. Avant de demander à nos orateurs de conclure, on va prendre encore une question. So
Good morning. Thank you very much for this presentation. So my question is also about the publisher. I forgot to mention. So I'm a PhD student about nanoscience at Grenoble. So yeah, about the publish or perish, I kind of have the feeling that big journals are the winner of this system. They gain a lot and a lot of money just based on this, and they continue to gain more and more thanks to that. So I was thinking about this changement of paradigm, and science is supposedly should be open to everyone. It's financed by states and all this and university. So can we do something to change the way the journals are acting? Can we? I think there is some beginning of open journals also. What do you think about all of this? Elisabeth, did you get the question? And I will translate. You will translate. We translate into French the question, and you will answer. J'y vais. Ok. Donc la question c'était qu'est-ce qu'on pense, parce que c'est souvent les gagnants de toute cette histoire-là, c'est les journaux qui publient la recherche parce qu'ils se font énormément d'argent. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Est-ce qu'il y a un moyen de réellement faire ce changement de paradigme? Est-ce que les journaux open sont une bonne idée ou pas? Est-ce qu'ils fonctionnent? Et ce qu'on pense de tout ça? Elisabeth, about open science and the commercial entities that are publishers. Go ahead. No, I agree. Like, publishers make a lot of money, and actually the open journal, the open access journals, which sounds like a wonderful idea, is being used by a lot of publishers to make even more money, because they can ask whatever they want, and the poor authors, basically the taxpayers in the end, will pay up to $10,000 to publish an article, and that money doesn't really go to quality control or to customer service, as I know, because if you complain about a journal or a paper, then they often don't answer, and they don't seem to do a lot of quality control. In fact, peer reviewers do all that work for free. Okay. Donc, Elisabeth est assez d'accord que c'est les éditeurs de sciences qui profitent de tout ça. D'ailleurs, les journaux open de ces grands éditeurs, en tout cas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander aux auteurs de payer pour que leur article soit disponible pour tous. Et pour certains journaux, on atteint facilement les $10 000, $12 000, ce qui est assez scandaleux. Surtout que finalement, l'argent qu'ils font avec ces articles-là, il n'est pas du tout utilisé pour vérifier la qualité des articles, vérifier que les données sont présentes ou vérifier quoi que ce soit d'autre à propos de l'article. Et même, au final, quand on y pense, la relecture de l'article par d'autres chercheurs, elle est faite de façon gratuite. On le fait tous gratuitement. Alors, merci à vous trois. On va juste conclure et je vais demander à chacun de vous trois le message principal que vous voudriez donner pour conclure. Et Elisabeth terminera. Vous avez un message principal pour le public? Alors, pour moi, le message principal, c'est garder l'honnêteté. Le chercheur doit rester honnête et ce n'est pas la course derrière les publications. Voilà, et on garde confiance quand même en science. En espérant que le chercheur honnête ne coule pas, ne sombre pas, c'est ça? Comme c'est une valeur importante, je pense qu'on doit résister quand même. We are talking about honest researchers. Lonnie and then Elisabeth. Ouais, je suis forcément assez d'accord avec ça, même si c'est vrai que c'est dur de garder une carrière dans ce cas-là. Je pense que c'est bien aussi de penser à questionner un petit peu le système comme on l'a fait. On a parlé de changement de paradigme. Peut-être qu'il faudrait que le monde académique soit changé pour ne plus être pour la carrière des chercheurs, mais plutôt pour la recherche, parce que finalement on publie pour la carrière. Et il faut se rappeler de ça quand on voit le nombre d'articles qui sort, comme tu l'as mentionné, qui augmente de 40%. Yeah. Voilà. Donc c'est quelque chose à envisager. Peut-être changer le système, on n'a peut-être pas besoin des éditeurs de recherche. Il y a quelques universités ou quelques pays qui bougent un petit peu en limitant le nombre d'articles sur un curriculum vitae, par exemple. La règle des 10, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir plus de 10 articles de moins de 10 ans sur votre curriculum vitae. Elisabeth, what is your main message to the public, and we will conclude? We need to focus less on the quantity of science, but more on the quality and on reproducibility. And we need to reward all of that. Okay, that's the same
Donc il faut, It's very short. No, very short, that's fine. il faut se concentrer sur la qualité de la recherche, pas sur la quantité, et récompenser les efforts qui vont dans la direction de reproduire des expériences ou de faire des articles honnêtes et de qualité. Il me reste à remercier le public pour ses questions, Guillaume pour son travail dans les couloirs. Il me reste à remercier les orateurs et a big applause for Elisabeth. Elisabeth will go to bed. It's for you, Elisabeth. And Elisabeth, you can go to bed now. Yes, thank you. Okay, bye-bye, good night. Thanks, Elizabeth. Cheers. Bye, merci à tous.